bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mardi 2 mai. Le 14 mai se tiendra la 9e édition de la Fête des vins de Moselle à Vic-sur-Seille. Une conférence de presse était organisée pour évoquer la programmation. Les détails dans un instant. Avec l'été qui approche et les sécheresses répétées, le marché des piscines semble être en pleine mutation. Modèles plus petits et plus écologiques sont de plus en plus recherchés par les particuliers. Et en musique, découvrez le Lorraine Jazz Patrol, un groupe de 11 musiciens armés de cuivre pour ambiancer et dynamiser les rencontres sportives de handball notamment. Côté ciel, vous passerez la journée de mercredi sous un grand soleil. Les températures seront encore un peu fraîches, 4 à 5 degrés le matin, mais grimperont jusqu'à 20 degrés l'après-midi. C'est un vent de satisfaction qui souffle sur le métier d'ambulancier, profession auparavant oubliée lors des revalorisations proposées par le Ségur de la Santé. Et après plusieurs mois de négociations, une enveloppe de 340 millions d'euros vient d'être obtenue. Alors quels changements sont attendus ? On va faire le point sur ce sujet avec Dominique Huneau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Chambre nationale des services d'ambulance. On vous retrouve d'ici quelques minutes, le temps de développer les titres. Après le bonhomme vert et le rouge, place au bonhomme jaune. Il s'agit d'une expérimentation de 2 ans qui doit se dérouler dans 6 villes de France, dont Nancy, Strasbourg et Metz. Ces feux jaunes, semblables aux feux orange pour les voitures, s'allumeront entre le feu vert et le rouge afin de prévenir les usagers de ne plus s'engager sur le passage piéton. Pour ceux déjà engagés dans leur traversée, cette dernière se fera dans des conditions plus sécuritaires. À Metz, 2 rues sont concernées, la rue François Mitterrand et le boulevard de la Solidarité. Pour rappel, en 2022, 484 piétons ont perdu la vie et 2000 ont été gravement blessés en France. Une bonne nouvelle côté salaire avec cette revalorisation du SMIC depuis le 1er mai avec une hausse de 2,2% permettant de passer de 1 353 € à 1 383. Mais il ne s'agit pas d'une hausse exceptionnelle, elle est automatique et intervient dès que l'inflation dépasse les 2%. Alors cela va-t-il changer quelque chose pour la population ? On vous a justement posé la question. C'est peu par rapport à l'inflation qu'il y a eu, par rapport à l'augmentation du tarif des énergies, c'est trop peu pour un SMIC. Elle est nécessaire pour remettre tout le monde au travail et suffisante, je ne pense pas, car la réalité, c'est une inflation bien supérieure. Je dirais que 2,2%, c'est déjà, on ne va pas cracher dans la soupe, c'est déjà une bonne augmentation. Mais malheureusement, ce serait bien qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, et puis le SMIC, c'est bien qu'il soit revalorisé, mais dans ce cas-là, il faudrait revaloriser aussi tous les autres salaires pour qu'il y ait un écart différent entre chaque salaire. J'ai pu voir, même juste en faisant des courses, que pour une semaine, pour une personne, j'en suis sur le minimum vital, vraiment sur 40-50 € par semaine. Cette augmentation, elle couvre à peine une semaine de course pour une personne, donc j'imagine pas pour une famille. Par rapport à l'indice du coût de la vie et l'inflation, on est largement en dessous du seuil. On ne vit pas avec 1300 et des broutilles, c'est pas possible. Une augmentation de 10% ne me choquerait pas. Entre le loyer, les vêtements, l'électricité, le gaz, tout ce qui suit, c'est pas du tout suffisant, pas du tout. Mais moi je pense qu'avec 1500, 1600 €, les gens devraient s'en sortir. Alors, c'est déjà en bonne voie, mais je pense qu'un petit peu plus, ce serait quand même pas mal. Parce que je pense qu'avec tout ce qui est courses, tout ce qui est déjà les loyers, alors bon, après ça dépend d'où on habite en France, mais c'est pas égal par rapport à toutes les autres villes et je pense que 30, c'est pas assez. Après une grande mobilisation hier lors du 1er mai, l'intersyndicale s'est réunie ce mardi matin pour savoir quelle suite donner au mouvement de contestation contre la réforme des retraites. Et la prochaine journée d'action se tiendra le mardi 6 juin dans toute la France. Une date choisie avec précision puisque le 8 juin, le groupe Lyot doit présenter sa loi pour abroger le texte récemment adopté. La Première ministre souhaite renouer le dialogue en invitant les syndicats autour de la table, mais l'intersyndicale n'a pour l'heure pas répondu favorablement à cette demande.
Une ère de contestation soulignée par Alexandre Loubet, député RN de la 7e circonscription de Moselle. En vue des élections européennes en 2024, le député s'est vu confier un tout nouveau rôle par le président du RN, Jordan Bardella, directeur de la campagne des élections européennes. Création d'une équipe, communication, logistique, stratégie, les missions qui lui sont confiées sont vastes, tout comme les thématiques abordées, pouvoir d'achat, création d'une autre Union européenne, immigration, le tout lors d'une campagne qui intervient au milieu du quinquennat présidentiel très décrié. Et pour la suite, amateurs de vin, votre prochain rendez-vous se tiendra à Vic-sur-Seille pour la 9e édition de la Fête des vins de Moselle, le 14 mai prochain de 10h à 18h. L'occasion pour les visiteurs de goûter et d'acheter les vins de l'AOC Moselle, label créé en 2011 et qui concerne aujourd'hui 18 communes réparties sur les coteaux des trois frontières, du Val-de-Metz et de Vic-sur-Seille justement. Un point presse était organisé pour évoquer les détails de la programmation. Regardez. Pour la deuxième fois en 9 ans, la fête des vins de Moselle se tiendra à Vic-sur-Seille. Sur ce territoire, l'objectif est de planter 20 hectares de nouvelles vignes dans les 5 ans, sur du foncier déjà acquis. On est sur un secteur qui n'a pas les mêmes contraintes et la même pression que le Val-de-Metz ou la frontière luxembourgeoise. On a jusqu'à, je crois, 70 hectares de disponibles en appellation sur la commune. Actuellement, on a un peu moins de 10 hectares de plantés. La difficulté, c'est surtout de mobiliser ce foncier, donc à la fois trouver les propriétaires, les acquérir. Personnellement, moi, j'ai réussi à acquérir du foncier qui me laisse entrevoir une belle marge de progression pour les prochaines années. Sur les coteaux de l'AOC Moselle, 678 hectares sont cultivables pour 73 hectares de vignobles en pleine expansion. Il y a 35 ans pourtant, les vins de Moselle étaient presque à l'abandon. Depuis une dizaine d'années, effectivement, on replante de plus en plus nos coteaux, on défriche et on se réaccapare ce que nous avons perdu il y a plusieurs décennies. Aujourd'hui achetés dans le Bordelais ou jusqu'en Corée, les vins de Moselle font parler d'eux. Mais plus que de l'export, le but est de faire profiter le tourisme mosellan. Pour la Moselle, c'est une grande fierté. C'est une fierté pour la viticulture, c'est une fierté pour les savoir-faire, c'est une fierté naturellement pour les habitantes et les habitants de Moselle qui, évidemment, ont cette chance d'habiter dans un territoire viticole. Et puis, en définitive, pour le développement économique, je crois que c'est un vrai vecteur d'attractivité. Ce millésime 2022 est excellent autant en qualité qu'en quantité, un exploit depuis au moins 20 ans. Aujourd'hui, le vin de Moselle concerne 18 communes et 19 viticulteurs. Ils seront 25 dans les années à venir. La dernière édition de la Fête des vins a rassemblé un record de 6000 visiteurs et près de 6000 bouteilles sont vendues à cette occasion. C'est à consommer avec modération, bien évidemment. Et maintenant, place à la chronique éco. On va parler du marché des piscines. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. Le thermomètre grimpe doucement et l'envie d'un plongeon dans une eau fraîche commence à pointer le bout de son nez. Certains d'entre vous peuvent en profiter grâce à une piscine installée dans le jardin. D'ailleurs, la France compte plus de 3,2 millions de piscines privées selon les chiffres de la Fédération des professionnels de la piscine en 2022. Mais face à une multiplication d'épisodes de sécheresse, les piscines des particuliers sont-elles menacées? Explication dans ce reportage d'Emma Facchetti. Il en rêvait depuis l'enfance, c'est désormais chose faite. Louis a installé une piscine de 6,50 m par 3 mètres dans son jardin. Avoir une maison sans la piscine, c'était un petit peu... Il manquait quelque chose. Comme on disait, c'est la cerise sur le gâteau. Donc la possibilité d'installer ça sur la maison, c'est toujours un plaisir. L'agrément visuel déjà d'une part, et puis après profiter quand il fait très très beau de pouvoir se rafraîchir et profiter de la piscine pour une petite baignade. Des bassins comme celui-ci. Vous êtes content de votre piscine? Tout à fait. Ce pisciniste en vend plus de 80 par an. Les gens de plus en plus vont aller vers quelque chose de plus petit, de façon écologique. 2023, on est revenu à des chiffres beaucoup plus calmes. On a beaucoup moins de demandes que les années précédentes. On va stabiliser, je pense, maintenant la demande comme les années avant le Covid. Mais après un hiver marqué par une sécheresse historique, la gestion de l'eau pose problème. C'est un phénomène qu'il faut effectivement prendre en compte et on va bien voir suivant les météos. Je dirais que si on a une météo dans notre région comme ça tous les ans, je pense que la nappe
phréatique va se remplir. C'est vrai que nous sommes dans l'expectative à se dire est-ce que notre profession va survivre à la sécheresse ou pas. En plus des petits bassins, le professionnel se tourne vers des modèles plus écologiques. On a beaucoup de fabricants qui maintenant s'organisent pour essayer. Par exemple, j'ai un grand fabricant qui nous a envoyé une publicité de coussins d'eau qui vont être remplis par l'eau de pluie, ça peut aller jusqu'à 30 mètres cubes. Et nous, on est en train de voir pour pouvoir les acheter, les proposer aux clients, parce que l'hiver, l'eau de pluie pourra remplir l'équivalent de leur piscine. Mais bien entendu qu'on va économiser pratiquement la moitié du volume d'eau de sa piscine. En fonction des modèles, il faut entre 15 mètres cubes et 80 mètres cubes d'eau pour remplir une piscine. Selon la Fédération des professionnels de la piscine et du spa, cette consommation représente 0,15% de la consommation d'eau du pays. Et c'est officiel, le site pâtural abritant la friche industrielle des hauts fourneaux d'ArcelorMittal de Hayange a été vendu à la société mosellane Henri Invest ce jeudi 27 avril. Cette vente concerne environ 40 hectares de terrain industriel. En signant, Henri Invest s'engage donc à démanteler ces hauts fourneaux et à dépolluer le site en surface. Pour autant, la ville de Hayange continue de contester cette vente et s'est dit prête à aller en justice pour vice de procédure notamment, car la mairie n'a pas pu exercer son droit de préemption. La municipalité émet également des réserves sur la solidité financière de l'entreprise créée en 2022. Rencontre à présent avec la fanfare Lorraine Jazz Patrol, un groupe actuellement en répétition pour les Olympiades culturelles. Des rendez-vous alliant sport et musique et notamment autour du handball. Armés de cuivre, 11 musiciens vont jouer des morceaux créés spécialement pour l'univers sportif. Reportage sans fausse note. C'est au château de Nilvange qu'a élu domicile la fanfare Lorraine Jazz Patrol pour une répétition. Elle jouera bientôt aux côtés de sportifs dans le cadre des Olympiades culturelles et plus précisément pour soutenir les équipes de handball. L'objectif de Lorraine Jazz Patrol ? Proposer un vrai show à l'américaine, une idée inspirée d'un voyage des organisateurs à la Nouvelle-Orléans. Alors c'est à l'initiative de l'agence Moselle Culture de rassembler le sport avec donc la culture et de pouvoir justement mélanger cette mixité qu'on peut avoir dans les publics, des personnes qui vont se déplacer pour un événement culturel et à l'inverse d'autres personnes qui vont se déplacer pour un événement sportif. Percussion, trompette, trombone, saxophone ou encore sous-bassophone, la dizaine de musiciens doit s'accorder avant ces deux futures représentations face au public. Une chose est sûre, ces cuivres ont été inspirés par l'univers du handball. On a choisi des super musiciens d'ici, on a composé 8 chansons. Alors c'est quand même un sacré travail parce que c'est 8 chansons spéciales pour cet événement. Donc on est à 200% dans une très bonne énergie, très musicale, très rythmique et très positive. Une atmosphère motivante et dynamique, tant pour les musiciens que les spectateurs, véritable soutien mental lors de ces rencontres sportives. Et vous pourrez aller profiter de cette fanfare le 6 mai prochain à 20h au gymnase Georges Brassens de Bousse et le 13 mai à la même heure au gymnase de Königsmacker. On reste dans le monde de l'art avec un portrait, cette fois-ci celui de Pascale Meyer, photographiste qui s'intéresse au patrimoine messin notamment. Avec un crayon en main depuis sa plus tendre enfance, elle appréhende l'art au fil du temps avec différents supports dont la photographie et le graphisme pour nous livrer sa vision du monde actuel et qui plus est sa vision de Metz. Regardez. Peinture ou dessin, aquarelle ou encre de Chine. À découvrir ces monuments emblématiques de la ville de Metz, sublimés sur papier, la question subsiste. Et pourtant, il en est tout autre. Car si Pascale Meyer a longtemps joué de ces différents médiums, aujourd'hui, c'est avec sa tablette graphique qu'elle exprime sa créativité, après avoir au préalable capturé la ville avec son appareil photo. Ce que j'aime, c'est que même si c'est fait à l'ordinateur, on comprend qu'il y a un être humain derrière.
et qui a mis effectivement toute sa sensibilité par le biais effectivement de différents outils qui sont un peu des outils de pinceau et qui donnent un peu cet effet d'aquarelle, atténuer certains endroits comme si je l'avais fait à la gomme, comme si j'étais vraiment allée, hop, je regarde, je m'éloigne, ah non, là on a encore un peu trop de bâtiments et tout ça, j'y vais vraiment, effectivement, petit à petit. Un travail tout en délicatesse dans lequel se conjugue son amour pour la photographie, l'illustration et le dessin. Il faut dire que toute petite déjà, Pascale Meyer se rêvait professeure d'art plastique. Pourtant, c'est seulement lorsqu'elle quitte Sarreguemines pour Metz, il y a 15 ans, qu'elle mûrit son projet, croquer la Moselle à sa façon, offrir un nouveau regard sur son patrimoine et parfois s'amuser à glisser un même personnage 3 fois dans ses dessins avec un désir. On a envie de rentrer dedans, qu'on a envie de... Voilà, qu'on a envie de vivre comme dans un dessin, je sais pas, parce qu'en plus, ouais, le dessin, c'est un peu un univers fantastique où tout est possible. Et je trouve que voilà, mettre ce petit personnage 3 fois, ça donne un peu un côté un peu surréaliste, comme si on pouvait multiplier la vie, ou je sais pas, c'est... Voilà. Avec du coup toujours ce petit élément. Avant, la place Saint-Louis, c'était la place du change. Il y avait plein de banquiers. Et du coup, voilà, j'ai mis une petite balance avec des petits sous pour rappeler l'histoire, une partie de l'histoire de la place Saint-Louis. Là, j'ai la poste. Donc pareil, avec un petit motif géométrique, parce que voilà, là aussi, j'ai toujours un petit motif géométrique. Car ici, rien n'est laissé au hasard, même si pour beaucoup, Pascale travaille de façon instinctive. Comme un élan vital, source d'un émerveillement qu'elle aimerait nous transmettre. C'est comme montrer ma façon de voir en fait la vie et la façon dont moi je l'interprète. Dans mon art, j'ai jamais été, je suis pas quelqu'un qui revendique quelque chose. Je veux que quand on regarde, ça suscite une belle émotion. Nous montrer que la vie est belle en dépit des drames qu'elle a pu traverser et que nous traversons, et nous donner envie de nous engouffrer dans les rues de Metz avant que d'autres rues ne viennent peupler sa pellicule. Et si son travail vous intéresse, direction le 8e festival du cirque au Sablon le 28 mai et son exposition sera également visible en mairie de Metz au mois de juin. Avec une enveloppe de 340 millions d'euros, la Chambre nationale des services d'ambulance a enfin eu gain de cause. On en parle avec notre invité du jour. Dominique Huneau, bonsoir. Bonsoir. Cela fait combien de temps que vous demandez une revalorisation du métier d'ambulancier ? Ça fait un certain temps effectivement qu'on est sur le sujet, puisque autant nous avons été omniprésents pendant la crise du Covid, nous sommes passés à travers le Ségur de la santé. Les ambulanciers n'ont pas été considérés à travers le Ségur de la santé. Vous faites partie des grands oubliés. Des grands oubliés du Ségur de la santé, tout à fait, voilà. Et donc c'est un long travail qui a été mis en place avec l'assurance maladie et le ministère de la Santé, pour déboucher ce mois-ci sur cette enveloppe de 340 millions de tarifs pour la profession qui en a bien besoin. Parce que c'est une profession qui a souffert aussi de l'inflation et on sont allés dans le sujet précédent, notamment le SMIC, qui est un sujet important. Et on a aussi souffert de ces augmentations du SMIC qui sont cumulées à hauteur de plus de 12% à l'heure actuelle sur les 12-14 derniers mois. Donc c'est aussi pour essayer de combler un petit peu toutes ces augmentations de charges que l'assurance maladie, dans un contexte qui est un petit peu compliqué à l'heure actuelle, hein, on a vu les négociations avec d'autres corporations, qui a quand même entendu les ambulanciers, et à ce titre-là, c'est une reconnaissance quand même pour la profession à ce jour. Alors c'est un accord tarifaire, qu'est-ce que ça sous-entend finalement ? Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les ambulanciers ? Alors, ça ne va pas changer grand-chose pour les concitoyens déjà. Pour les ambulanciers, c'est en fin de compte effectivement une revalorisation des tarifs, or qui va s'appliquer sur différents niveaux des tarifs, qui vont permettre donc d'avoir une prestation qui va être upgradée en termes de prix, donc un petit peu plus de rentabilité et de recettes pour les entreprises. Alors c'est dans différents secteurs, mais c'est aussi des aides notamment pour les véhicules écologiques, pour une transition dans pour une transition des véhicules et toutes ces choses-là. Mais c'est aussi
Pourquoi on a réussi à aboutir à cet accord alors que beaucoup ont eu des difficultés? C'est qu'on est rentré avec l'assurance maladie dans un discours gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on a essayé de construire quelque chose en co-construction. On a essayé de voir où est-ce qu'on pouvait apporter des économies à l'assurance maladie de façon à ce que l'assurance maladie puisse, en contrepartie, investir un petit peu dans nos tarifs pour qu'on puisse donner aux entreprises ce qu'elles ont besoin pour vivre. Donc c'est cette co-construction qui nous a permis d'aboutir. Concrètement, est-ce que ça veut dire que le salaire d'un ambulancier va changer, va évoluer, augmenter? Alors malheureusement, oui, il va augmenter, ça c'est bien heureusement, mais malheureusement, pourquoi? Parce qu'une grande partie des ambulanciers sont au SMIC, donc comme le SMIC augmente, une grande partie des salaires des ambulanciers va augmenter, mais je pense que grâce aussi à cette enveloppe, on va pouvoir reconstruire un petit peu, redonner un petit peu d'air à nos ambulanciers diplômés, qui eux étaient bientôt rattrapés par le SMIC presque, donc on va pouvoir leur redonner un petit peu d'air, essayer de réinvestir un petit peu pour essayer de redonner un petit peu d'attractivité à ce métier qui en a besoin. Vous avez utilisé le mot d'attractivité. On parle beaucoup de professions qui évoluent, qui ont changé de ces 10 dernières années. Est-ce que c'est le cas du métier d'ambulancier ? Absolument, absolument, parce qu'on est passé de l'ambulancier transporteur à l'ambulancier qui maintenant est considéré comme le lien entre le patient et le soignant. Et ce lien, c'est pas forcément du transport, ça peut être des gestes, ça peut être de la télémédecine, ça peut être des bilans, ça peut être des conseils, c'est tout cet aspect-là. Donc il y a eu un gros travail de réaliser. On a travaillé à la fois sur les formations, on a upgradé nos formations, mais on a aussi travaillé sur ce qu'on appelle les gestes, c'est-à-dire qu'en accord notamment avec le ministère de la Santé, on a développé les gestes que peuvent réaliser les ambulanciers de façon... Plus de diversification, plus des gestes techniquement un peu plus élevés, de façon à ce qu'ils puissent être plus pertinents sur le terrain et répondre à un plus grand spectre d'intervention. Concernant le recrutement, comment ça se passe en Moselle ? Il y a de grands besoins ? Alors en Moselle, comme sur l'ensemble du territoire, il y a effectivement de grands besoins dans l'ambulance. Alors il y a un gros travail qui est fait aussi. On travaille... Déjà, on avait un gros problème, c'est que pour être ambulancier, il fallait un permis de plus de 3 ans. Donc on avait accès qu'à des gens qui avaient déjà eu une expérience professionnelle avant. Donc ce qu'on essaie de faire, on essaie de se diriger vers les jeunes qui ont la vocation pour entrer dans ce métier, 17, 18 ans, 19 ans, de façon à essayer de leur proposer une formation qui intégrerait le permis de conduire, de façon à ce que ça les intéresse de venir travailler dans le milieu d'ambulance, et ensuite de leur faire une formation professionnelle pour qu'ils puissent arriver directement dans les entreprises à l'âge de 19 ans, à la sortie de leur formation. Que ça réponde aux besoins réels du terrain. Des entreprises, mais pas seulement des ambulances. Et là, on est même en avant sur ce que annonçait le président de la République lors de son dernière intervention. C'est-à-dire qu'en fin de compte, derrière, on va proposer une évolution de carrière dans nos entreprises, mais aussi vers les autres professions de santé, de façon à ce que le métier d'ambulancier devienne une porte d'entrée vers les métiers de la santé, derrière avec des VAE, des passerelles, de façon à ce que nos ambulanciers puissent continuer leur carrière comme aides-soignants, comme infirmiers, dans les hôpitaux, qui eux aussi ont besoin de recruter. Et d'ailleurs, à ce titre-là, je vous invite à regarder, on vient d'éditer un site spécifique qui s'appelle ambulancierpourlavie.fr et qui explique complètement notre métier et qui sert aussi, il y a toutes les écoles de formation sur le territoire qui y figurent, donc pour tous les jeunes qui sont intéressés, je les invite à aller voir ce site. Vous m'enlevez les mots de la bouche, c'était ma dernière phrase pour conclure cet entretien. Merci beaucoup pour votre présence ce soir et à bientôt. C'est moi, merci. Et on va terminer avec cette 6e édition du concours Votre plus beau marché de France 2023. Cette année, c'est le marché couvert de Metz qui représentera la région Lorraine. Ouvert depuis 1831, on y trouve de nombreux produits locaux ainsi que de petits points de restauration. De quoi satisfaire tous les palais. Après une première phase de sélection au mois de mars, la prochaine étape doit servir à faire entrer Metz dans le top 10 de la finale. D'ailleurs, vous pouvez dès à présent voter en ligne via le site tf1info.fr et ce jusqu'au 25 mai. Le grand gagnant sera quant à lui révélé la semaine du 26 juin lors du JT de 13h de TF1. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour ne rien rater de l'actualité en Moselle, direction notre site internet et pensez également à télécharger notre application mobile. Pour la suite de votre programme, découvrez un nouveau rendez-vous éco avec Pierre Tilly, président du groupe du même nom. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.